Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble notre mémoire avec ses différents types et ses mécanismes physiologiques. Nous allons approcher les avancées scientifiques récentes dans l'identification de son substratum anatomique, mais aussi et surtout, nous allons essayer de comprendre pourquoi et comment on peut avoir un trouble de mémoire que les neurologues appellent amnésie. Tout d'abord, qu'est-ce que la mémoire humaine? Eh bien, il existe une multitude de définitions pour la mémoire, aussi nombreuses et diversifiées que les sciences qui s'y intéressent, depuis la philosophie et la psychologie jusqu'aux sciences neurologiques, en passant par les neurosciences cognitives ou encore la neuropsychologie. Mais si on veut rester simple, la définition à retenir serait la suivante. La mémoire est notre capacité à apprendre une information, à la maintenir bien fixée et facile à retrouver pour une réutilisation ultérieure. Maintenant que l'on a défini la mémoire, comment peut-on l'approcher? Comment l'identifier et reconnaître son importance dans la vie? Il est vrai que très souvent, l'homme ne peut apprécier à sa juste valeur que ce qu'il vient de perdre. Ainsi, comme le disait Buñuel Portales, le célèbre metteur en scène espagnol, vous devez commencer par perdre votre mémoire, même en petite partie, pour réaliser que la mémoire fait notre vie. La vie sans mémoire n'est pas une vie du tout. Notre mémoire est notre cohérence, notre raison, nos sentiments, même notre action. Sans elle, nous ne sommes rien. En effet, qui d'autre est plus à même de comprendre que la personne qui souffre de troubles de mémoire? Mais je dirais plutôt que l'entourage de cette personne, car en pratique clinique quotidienne, dans les cas les plus sévères d'amnésie, la personne est souvent inconsciente de ce qui lui arrive et c'est surtout l'entourage qui en souffre le plus. Notre mémoire fait de nous ce que nous sommes. Elle se constitue tout au long de la croissance et de la vie et se façonne avec toutes les informations qu'on veut bien lui confier. Imaginez le cumul de toutes les expériences de la vie, toutes les langues que vous avez apprises, les souvenirs de vacances que vous avez cumulés tout au long de vos vingtaines ou plus d'années à avoir vécu, tous les livres que vous avez lus, toutes les musiques que vous avez écoutées, tous les films que vous avez regardés et surtout toutes les personnes que vous avez rencontrées, connues plus ou moins euh, de façon plus ou moins importante. Tout ceci fait de nous qui nous sommes. Tout ceci représente notre identité, notre façon de penser et d'agir. Mais le plus important, c'est que cette mémoire n'est pas seulement importante pour nous, pour chacun de nous à l'échelle individuelle, mais elle est indispensable pour façonner la cohésion des cultures et des peuples. Imaginez que vous circulez dans la rue en étant incapable, un jour de fête, en étant incapable de comprendre ce qui arrive. Quand on perd la symbolique des choses qu'on fait ensemble en tant que nation, que peuple, que culture, qu'est-ce qui pourrait arriver à cette union de personnes si on n'a pas cette mémoire commune qui définit notre identité ensemble? On dit que l'homme a besoin de son histoire pour vivre, tout seul ou en communauté. D'ailleurs, l'écriture n'aurait été inventée que pour laisser un souvenir qui constituerait une mémoire pour les générations à venir. Les Grecs ont compris l'importance de la mémoire dans la vie d'une nation et ils ont nommé la déesse Mnémosyne comme déesse de la mémoire. Cette déesse aurait donné naissance à 9 filles qu'on appelait les muses. Chacune avait une qualité particulière dans la poésie, la flûte, la tragédie, la comédie, l'histoire, l'astronomie, le mime, la chorale et la danse. Ces 9 muses de Mnémosyne
étaient les garantes des sciences, des arts et des lettres. Et donc, la mémoire constituait un petit peu le protecteur de toutes ces richesses culturelles d'un peuple. Avant d'aller plus loin, jetons un petit coup d'œil sur le contrat qui nous relie à travers ce cours. À la fin de ce cours, vous devez être capable de décrire les modèles fonctionnels de la mémoire et d'identifier ces différents types. Vous devez être capable de citer les substrats anatomiques de la mémoire selon ces différents types, d'expliquer les mécanismes physiologiques des processus mnésiques, d'identifier les différents mécanismes de l'oubli et enfin de citer les principaux troubles de la mémoire en pathologie humaine. Comme premier chapitre, nous allons attaquer l'organisation fonctionnelle de la mémoire et d'abord, nous allons aborder le modèle d'Atkinson et Shiffrin qui a été développé en 1968. Le modèle d'Atkinson et Shiffrin correspond à un schéma classique séquentiel où se succèdent trois étapes. D'abord, les différentes informations recueillies du monde environnant par les différents organes de sens vont passer par ce qu'on appelle le registre sensoriel, qui est de différents types. Nous avons le registre visuel et auditif, il y en a d'autres bien sûr. À partir de là, si on fait attention, les informations perceptives qui passaient par le registre sensoriel au moment où ils sont traités dans le processus perceptif vont passer à la mémoire à court terme. Si on fait l'effort de consolidation à ce moment-là, ces informations passent de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme qui, quant à elle, a une capacité illimitée. À partir de la mémoire à long terme, on va pouvoir récupérer les informations qui étaient fixées depuis longtemps. C'est le mécanisme de restitution. Il faut aussi identifier dans ce modèle la mémoire de travail, qui est une sorte de mémoire à court terme, mais qui a un intérêt fonctionnel. Elle va récupérer des informations depuis la mémoire à court terme ou depuis la mémoire à long terme et va permettre de les maintenir un certain temps très limité afin de pouvoir les manipuler et les utiliser à des fins fonctionnelles. La première étape dans le modèle d'Atkinson et Shiffrin est représentée par le registre sensoriel qu'on appelle également mémoire sensorielle. Dans cette mémoire, la trace mnésique de tout stimulus sensoriel va transiter de façon très courte. Les informations sont perçues par les organes de sens et pendant leur traitement perceptif, elles vont tous transiter par cette mémoire sensorielle de façon très automatique. Ces informations vont servir, ou cette trace mnésique va servir à stimuler le système de vigilance pour voir si elles sont suffisamment pertinentes et à ce moment-là, on fera attention pour les maintenir en mémoire à court terme pour voir ce qu'on va en faire par la suite. Sinon, si les informations ne le sont pas, elles vont disparaître assez rapidement. Selon la nature du canal sensoriel d'entrée, l'information va persister plus ou moins longtemps, mais généralement de façon très courte. Les informations visuelles vont être les premières à disparaître, alors que les informations auditives vont persister un petit peu plus longtemps, de l'ordre de 5 secondes au grand maximum. Imaginons la situation suivante. Vous êtes en train de regarder votre série préférée à la télé pendant que votre mère est en train de vous raconter quelque chose. À la fin, elle va sentir que vous ne l'écoutez pas, elle va s'énerver et va dire « Oui, mais tu ne m'écoutes pas, qu'est-ce que je viens de dire ?» Vous pouvez sauver la situation en lui répétant sa dernière phrase avant qu'elle pose la question, car cette dernière phrase a pu persister dans le registre sensoriel pendant les 5 secondes qu'a duré le temps de poser la question. Mais vous serez certainement incapable de lui raconter ou de lui refaire le récit de ce qu'elle disait depuis le début, car
toutes ces informations qu'elle a relatées passaient en effet par votre registre sensoriel auditif, mais ne faisaient que transiter puisque vous ne faisiez pas attention car vous étiez concentré dans une autre action. Un autre exemple, c'est celui de la lecture. En fait, la lecture ne peut être faite par la seule utilisation de la mémoire sensorielle. En effet, les pages d'un livre vont transiter ou vont rentrer dans la mémoire par le biais visuel. Mais si on ne se concentre pas, on sera incapable de retenir le sens des mots et de suivre le train d'évolution de l'histoire. Du coup, pour pouvoir lire, il va falloir se concentrer et nous en avons tous fait l'expérience quand on est en train de lire et en même temps on pense à autre chose, ou on écoute la musique, ou on fait une autre activité qui va nous distraire et qui va diminuer notre capacité attentionnelle. Il nous arrive souvent de relire la même page encore et encore parce que pendant ce temps-là, ce temps de distraction, l'information ne faisait que passer par le registre sensoriel visuel qui est très labile. Maintenant, quand une des informations qui arrivent au registre sensoriel arrive à stimuler notre vigilance, on va faire attention pour la maintenir en mémoire à court terme. Cette mémoire à court terme nous permet de maintenir l'information de façon assez courte, mais quand même beaucoup plus longtemps et beaucoup plus fonctionnelle que la mémoire sensorielle. Mais cette mémoire à court terme se caractérise par un empomnésique qui est très limité. L'empomnésique, c'est le nombre d'éléments qu'on arrive à retenir dans cette mémoire en même temps. Ce nombre est en moyenne de 7, plus ou moins 2, donc ça va de 5 à 9 selon les individus. L'empomnésique, ce n'est pas le nombre d'éléments à retenir, mais plutôt le nombre d'unités à retenir. Je donne un exemple. Pour retenir en mémoire à court terme un numéro de téléphone fait de 10 chiffres, il va être très difficile de retenir ces chiffres s'ils ne sont énoncés un par un, car ça va être constitué de 10 unités à retenir. Par contre, si on regroupe le numéro de téléphone par des unités de 2 chiffres, ça va être beaucoup plus facile à retenir car il s'agira là de 5 unités. Chaque unité est faite de 2 chiffres. Et si bien sûr on arrive à faire des regroupements en 3 chiffres, ça va limiter encore plus le nombre d'unités et rendre l'empomnésique plus fonctionnel car il n'est pas encore dépassé. La mémoire à court terme a une durée très variable selon les auteurs et selon les écoles. Il y en a qui considèrent qu'elle dure quelques secondes, jusqu'à 30 secondes, jusqu'à 90 pour d'autres. Il y en a qui considèrent que c'est la mémoire des faits récents qui dure quelques heures à 2-3 jours. En tout cas, sa définition est très variable, mais ce qu'il faut retenir par rapport à ce type de mémoire, c'est que les informations qu'elle contient ne sont pas consolidées et donc elles sont fragiles et par ce fait vont être sujettes à un oubli beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Maintenant, lorsqu'on décide que ces informations méritent d'être retenues pour longtemps, on va les consolider, ce qui leur permet de transiter dans la mémoire à long terme qui, elle, aurait une capacité illimitée, en théorie bien sûr, et qui durerait de quelques jours à toute la durée d'une vie. Selon le modèle d'Atkinson et Shiffrin, pour que les informations soient stockées dans la mémoire à long terme, elles doivent obligatoirement passer par la mémoire à court terme. Mais des études récentes ont suggéré la possibilité de passage direct de l'information vers la mémoire à long terme sans forcément transiter par la mémoire à court terme. En tout cas, pour que les informations puissent s'inscrire en mémoire à long terme, ils doivent répondre à ces différentes étapes. D'abord, un encodage, qui est l'opération par laquelle ces informations vont être inscrites dans ce registre à long terme, où ils vont être stockés et par la suite récupérés en cas de besoin.
Pour mieux comprendre ce qui se passe en mémoire, on va essayer d'assimiler les choses à une grande bibliothèque bien organisée. Eh bien, la première étape, c'est l'étape de l'encodage. Cette étape consiste en la création de l'engramme et son indexation. L'engramme, c'est ce qu'on appelle aussi la trace mnésique, à savoir la forme physique de la représentation mentale de ce souvenir, c'est-à-dire comment il va être par la suite inscrit dans notre cerveau. C'est l'unité du souvenir. Dans une bibliothèque, quand le bibliothécaire reçoit un nouveau arrivage de livres, dans notre mémoire, c'est l'équivalent d'un ensemble d'informations qui arrivent sur la trace mnésique et qui passent par la suite en mémoire à court terme et qu'on décide de retenir. Donc il y a ce travail de sélection de ce qui est pertinent à garder. Et une fois on aurait fait cette sélection, il va falloir faire l'indexation de ces livres. D'une part, les catégoriser, essayer d'identifier dans quelle catégorie ils vont appartenir, à quelle catégorie ils vont appartenir. Est-ce que c'est de la médecine, de la philosophie, de la géographie ou autre chose. Et ensuite, lui donner un chiffre qui va qui va permettre au bibliothécaire de le situer entre les livres plus anciens. Dans la situation des souvenirs, ça va être de donner à ce souvenir, de le lier à un endroit et à une date. Il se passe quelque chose aujourd'hui dans un endroit précis. Par exemple, aujourd'hui, je prends le train pour aller à Marrakech. Eh bien, l'information va être reliée avec son lieu, qui est la gare de train, et la date, qui est le jour où je vais prendre ce train. Maintenant que l'information a été encodée, elle va être stockée. Dans une bibliothèque, ça correspond à l'opération pendant laquelle le bibliothécaire va mettre ses nouveaux arrivages dans un chariot et va aller les emmener chacun à l'endroit où il va être placé de façon à être facilement récupérable par la suite quand un usager de la bibliothèque va demander à avoir ce livre. Eh bien, dans le cerveau, la phase de stockage consiste à passer les informations encodées vers leurs endroits de stockage définitif qui va être grossièrement au niveau de différentes zones du cortex que nous allons voir dans le chapitre suivant. La récupération en fait, de l'information, c'est le mécanisme par lequel on va faire l'évocation de cette information qui a déjà été stockée par avant. Ce rappel ou cette évocation peut être libre, c'est-à-dire on va répondre à une question de type qu'est-ce que j'ai fait hier ou qu'est-ce que j'ai mangé au dîner hier, ou bien elle peut être indicée en répondant à des indices. Comme par exemple, je peux répondre à la question est-ce que dans votre dîner d'hier, il y avait un fruit? Ça, c'est l'utilisation d'un indice pour faciliter la récupération de l'information, car il va falloir juste suffire de comparer l'information existante à l'indice et voir si ça correspond ou pas à l'information. On imagine bien que dans notre recherche de l'information stockée, ça va être beaucoup plus facile de la retrouver si le stockage et l'encodage ont été bien réalisés de façon organisée et ordonnée et catégorisée que si on est en train de fouiner dans un tas de livres chez un bouquiniste mal organisé. Là, on va avoir plus de mal à retrouver ce qu'on cherche que si on est dans une bibliothèque gérée par un bibliothécaire bien organisé. Finalement, un dernier élément a rajouté au modèle d'Atkinson une entité à part qui est la mémoire de travail, que certains auteurs assimilent à la mémoire à court terme, mais ce n'est pas exactement la même chose. La mémoire de travail, c'est une sorte de mémoire transitoire où on peut récupérer l'information, que ce soit de la mémoire à court terme directement ou bien de l'information ancienne depuis la mémoire à long terme, pour pouvoir l'utiliser de façon très rapide, c'est-à-dire pour pouvoir la manipuler. La mémoire de travail est indispensable
dans ce qu'on appelle les capacités ou les fonctions exécutives nécessaires dans la vie quotidienne qui nous permettent de raisonner, de résoudre les problèmes du quotidien. Par exemple, si j'ai un trouble de mémoire de travail, je serai incapable de tenir une conversation car pour pouvoir le faire, il faut être capable de maintenir en mémoire suffisamment longtemps la phrase de l'interlocuteur pour lui trouver une réponse convenable. On serait aussi incapable de maintenir en mémoire deux chiffres pour pouvoir les additionner ou les soustraire. Et donc, maintenir en mémoire quelques secondes des informations nécessaires à raisonner, c'est le rôle principal de la mémoire de travail qui est indispensable pour avoir un fonctionnement normal dans la vie. Maintenant, comment est organisée la mémoire à long terme? Eh bien, il existe plusieurs types de mémoire dans cette mémoire à long terme qui ont été décrites dans le modèle de Square. On distingue la mémoire déclarative ou explicite, qui est une sorte de mémoire consciente qui maintient l'information, c'est-à-dire le savoir, et ce qu'on appelle la mémoire non déclarative ou implicite, qui à terme devient une sorte de mémoire inconsciente qui correspond plutôt au savoir-faire plutôt que le savoir. La mémoire déclarative se scinde en deux types. On distingue la mémoire sémantique qui représente nos connaissances sur le monde. Il s'agit de connaissances qui sont hors contexte, des connaissances qui ne sont pas forcément liées à notre propre expérience vécue, à savoir les capitales des pays, les noms des présidents, les rivières, les données géographiques, sans qu'on ait voyagé quelque part. Maintenant, si on arrive à retenir les caractéristiques géographiques d'un pays parce qu'on l'a visité et qu'on y a été, donc là, il s'agit d'une information qui est relative à notre propre vécu. Dans ce cas, on bascule dans le registre plutôt épisodique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire des faits autobiographiques, c'est-à-dire toute information qu'on aurait, c'est-à-dire qui est mise dans un contexte qui nous concerne nous-mêmes. Si par exemple je sais que Marrakech est appelée la ville rouge, ça fait partie de l'information sémantique, alors que le fait de me souvenir de mes dernières vacances à Marrakech, à ce moment-là, il s'agit d'un type de mémoire épisodique parce qu'elle est liée à ma propre expérience. Quant à la mémoire implicite, il y en a plusieurs types, dont je vais citer deux principaux. Le premier, c'est la mémoire procédurale, ou la mémoire des capacités, ce qu'on appelle en anglais des skills. Elle concerne spécifiquement le savoir-faire dans différentes activités. Par exemple, faire du vélo, conduire, nouer ses lacets de chaussures. Il s'agit là d'activités qu'il faut apprendre à faire, mais une fois cet apprentissage est acquis, la réalisation devient quasi automatique, ne nécessitant aucun effort, voire complètement inconsciente. C'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Le deuxième type, c'est le conditionnement, l'apprentissage par conditionnement. C'est lorsque notre mémoire arrive à faire le lien entre deux éléments quand ils surviennent en même temps. Le conditionnement classique le plus connu, c'est celui qui a été décrit et étudié par Pavlov dans son expérience avec le chien. Dans un premier temps, on va présenter au chien de la viande, son repas, en même temps qu'on va faire sonner une cloche. Avec la répétition de cette action, la mémoire du chien va nouer un lien entre le son de la cloche et le repas qui va être présenté, de façon à ce que par la suite, une fois le réflexe a été conditionné, le simple fait de sonner la cloche va donner au chien de la salivation car il se prépare à recevoir son plat. Maintenant qu'on a vu l'organisation fonctionnelle de la mémoire en général à travers le modèle d'Atkinson et Shiffrin et puis la catégorisation
de la mémoire à long terme aux mémoires déclarative et non déclarative, qu'en est-il des substrats anatomiques des souvenirs, c'est-à-dire ces engrammes ou formes physiques de souvenirs, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont stockés dans le cerveau? Y a-t-il une zone spécifique de stockage? Est-ce que les informations sont stockées dans différentes zones selon leur nature ou selon la nature du canal sensoriel par lequel ils ont transité? Eh bien, on va voir quelques expériences qui ont abouti à comprendre ou à mettre en évidence les principaux substratum anatomiques de la mémorisation.